Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Smart Job. C'est parti pour le cercle des experts. Au programme ce jeudi, 3 sujets d'actualité. La réforme des retraites. 2e jour de manifestation mardi dernier. Et cette question sous-jacente, le dialogue social est-il mort? On en débat avec nos experts dans quelques minutes. Comment lutter contre les discriminations au travail? Le gouvernement a présenté en début de semaine son plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine. Et c'est une première. Un volet est consacré à l'emploi. On découvre justement ensemble les différentes mesures dans quelques instants. Et puis bientôt la fin de l'intérim à l'hôpital. Le ministère de la Santé lance son plan de bataille. C'est également au programme du cercle des experts. Allez avec moi en plateau pour aborder ces sujets. Aude de Castet, d'abord bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice de Sociétal, c'est le média de l'Institut de l'entreprise. Votre dernier numéro porte sur l'inflation et le prochain portera donc sur le travail. À côté de vous, Jean-Michel Garrigue, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, directeur associé en charge des RH au sein de BLB Associés. Et puis enfin, Marc Landré, bonjour également. Bonjour. Alors, vous êtes associé chez SIA Partners et vous êtes un ancien journaliste économique du Figaro. Tout de suite, donc, on ouvre ce cercle des experts avec cette question. Le dialogue social est-il mort? Donc, mardi dernier, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. D'après les chiffres de la police, 1 272 000 personnes ont défilé dans toute la France. Plus de 2 millions, selon les syndicats. Le début de mobilisation, en tout cas, le plus suivi depuis près de 30 ans contre un projet de loi de ce type. Pour autant, est-ce que le dialogue social est totalement rompu, Aude? Il faut espérer que certainement pas, et qu'il y a toujours une table ouverte à la discussion. En tout cas, ces manifestations et cette deuxième manifestation qui a remporté un plus grand succès encore que la première, et la preuve de la bonne vitalité, quelque part, de nos syndicats qui sont, pour une fois, qui sont tous unis ensemble, et c'est suffisamment rare pour être souligné. Justement, c'est une question, ces syndicats, ils avaient perdu un peu de leur légitimité ces derniers temps, non, Jean-Michel? Oui. On a l'impression que là, ils reprennent un peu... Ils font front uni, comme on l'a connu à de multiples reprises, notamment pour des réformes des retraites. La véritable inquiétude n'est pas, je dirais, une journée comme hier ou celle du 7 et du 11 février qui sont annoncées. La véritable inquiétude, c'est ne vont-ils pas être, ces syndicats, débordés par la base, comme ça avait été le cas lors du précédent quinquennat, par le mouvement des Gilets jaunes. Tous les syndicalistes avec lesquels, ou les responsables syndicaux avec lesquels je peux discuter, leur vraie crainte, c'est d'être débordés par des organisations qui ne sont pas contrôlées par les syndicats ou par des collectifs raisonnables, si je puis dire, et responsables, et que le pays puisse s'embraser, comme ça avait été le cas au moment des Gilets jaunes, puisse s'embraser dans un mouvement qui sera incontrôlable, que ce soit pour le gouvernement, pour les organisations professionnelles d'employés ou de salariés, ou pour n'importe quel corps constitué, si je puis dire. Marc Landré, en tout cas, si on a l'impression que le gouvernement reste inflexible, qu'il n'a pas si peur que ça que le dialogue social se rompt. Le gouvernement sait que de toute façon ce ne sont pas la démultiplication des journées de mobilisation et plusieurs millions de personnes, entre 1 et 2 millions en moyenne dans la rue, qui va la faire changer d'avis sur son objectif principal. Je veux dire, Elisabeth Borne a eu beau jeu de dire ce week-end que le report à 64 ans n'était plus négociable. En vérité, il ne l'a jamais été. Je veux dire, donc là, on est dans la rhétorique, c'est de l'argutie. Je veux dire, par contre, ce qui est négociable, c'est tout le reste. Il y a l'objectif principal qui est le passage à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite et l'accélération de la réforme dite Touraine, c'est-à-dire le passage à 43 annuités de cotisation en 2027. Ça, c'est pas négociable. Ça ne l'est plus, ça ne l'a jamais été véritablement. En revanche, tout le reste, ce qu'on appelle les sucreries, c'est-à-dire tous les aménagements de dispositifs existants sur les carrières longues, sur la retraite des femmes, sur la pénibilité ou dite l'usure professionnelle, ça c'est négociable. Et on a bien vu d'ailleurs que le gouvernement a beaucoup révisé sa copie depuis le début sur ces sucreries-là, sur ces points annexes, et d'ailleurs au point qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces mesures représente plus d'un tiers de la facture finale des économies qui vont être réalisées par l'accélération de la durée de cotisation et par le relèvement à 64 ans. Donc là, il y a encore du grain à moudre, comme disait André Bergeron de FO. Il y a des choses à négocier. Les syndicats le savent bien. Et d'ailleurs, vous avez plusieurs stratégies entre ceux qui se mobilisent pour faire reculer le gouvernement sur le 64 ans, ce dont personne n'est dupe. Le gouvernement ne reculera pas sur les 64 ans. En revanche, vous avez les autres
comme la CFDT, même si de façade elle dit on veut le recul de la réforme, en revanche, ils veulent discuter, négocier sur tous les à côté qui vont permettre d'améliorer un petit peu la version du gouvernement. Mais ça veut dire quand même, de Castet, que le gouvernement écoute quand même ce qui se passe dans la rue, écoute les syndicats, puisque c'est un reproche que font les syndicats justement à Emmanuel Macron. Ils disent qu'il est assez fermé, qu'en fait c'est une position, c'est plutôt une relation verticale. Alors, évidemment, dans le sens où le gouvernement a mis en place un système de consultation et de concertation, ça sous-tend que c'est, in fine, toujours le gouvernement qui aura la main. Ça n'est pas la négociation qui est la forme ultime du dialogue social, qui est la méthode choisie. Donc en cela, les syndicats disent qu'effectivement, il y a une verticalité dans leur relation avec le gouvernement. C'est cela qu'il faut entendre. Mais maintenant, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse très fine et très juste de Marc Landré, à ceci près que j'appellerais pas ça des sucreries, c'est le terme employé. Hein. Oui, bien sûr. Tous les à-côtés de cette réforme des travail, en vérité, cette réforme, le lapsus est bien révélateur, cette réforme des retraites qui sous-tend la question du travail sur toutes ses formes, en réalité. On parle aussi beaucoup maintenant, grâce à ce sujet de la réforme des retraites, d'un sujet qui est l'employabilité des seniors, cette question... On va en parler justement après, de mettre peut-être plus de monde en emploi en fin de carrière, ou tout simplement pour les 60-64 ans, où on a juste 33% environ d'actifs à ce moment-là. Donc peut-être également qu'il y a à négocier, négocier, le terme est impropre. Mais à décliner. Voilà, à décliner, et dont il faut se préoccuper, entre autres. Alors, d'un bras de fer entre l'exécutif et la rue, on est passé aujourd'hui à un bras de fer à 3, où l'Assemblée nationale a aussi son rôle à jouer, faute pour le gouvernement peut-être de majorité absolue. Au fond, le dialogue social, finalement, il n'est pas mort, il change de niveau, juste, il évolue. Jean-Michel Garrigue. Oui, alors c'est tout à fait sûr. Dans la précédente réforme, le gouvernement avait une majorité absolue, donc n'avait qu'à se consacrer à passer en force, attendre des lendemains meilleurs, faire voter son texte de loi, et puis essayer effectivement d'améliorer à la marge un certain nombre de mesures. Aujourd'hui, la situation est plus difficile, car on le voit bien avec les propos, les déclarations de certains responsables syndicaux qui disent on fait beaucoup d'actions au plan local, de manière à pouvoir influer sur certains députés, que ce soit Renaissance ou que ce soit LR, enfin des gens qui peuvent appuyer effectivement le vote du texte, leur faire peur localement de manière à les retourner et mettre ainsi en risque l'adoption de ce texte à l'Assemblée nationale. Le Sénat, ce sera un second temps, mais le jeu d'aujourd'hui des organisations syndicales, c'est aussi celui-là, alors qu'il ne pouvait pas l'être dans la réforme précédente, où le gouvernement était assuré d'une majorité absolue. Alors ça passe très très vite, hein. Le dialogue social, c'est également le dialogue social en entreprise. Le cabinet justement d'expertise Syndex a publié lundi dernier son 5e baromètre annuel sur le dialogue social en partenariat avec l'IFOP. Comment se porte le dialogue social en France ? C'est la question qui a été posée à plusieurs dirigeants, mais également plusieurs salariés. Et alors on va voir justement les chiffres, puisque en fait la perception sur la qualité du dialogue social des deux côtés de la table des négociations n'est pas le même. Les chefs d'entreprise et les DRH estime plutôt que ce dialogue social, il est de bonne tenue, puisqu'il le note 7,8 sur 10. Les salariés et leurs représentants donnent juste la moyenne, en donnant 5,7 sur 10 pour les salariés. Est-ce que justement ces résultats, ils sont surprenants, Aude Castet ? Ben non, ça dépend de quel côté on se place. C'est sûr que quand on est du côté des travailleurs, du travail, des représentants des travailleurs, il n'y a jamais assez de dialogue social, il n'y a jamais assez de négociations. Et puis du côté des employeurs, il y en a toujours suffisamment, il y en a même trop. Donc c'est compliqué. Ceci étant, à l'Institut de l'entreprise, où est hébergé Sociétal, le média économique de l'Institut de l'entreprise, eh bien c'est une priorité absolue pour les
les PDG de nos entreprises adhérentes. Je vois, on vient d'avoir Pierre-André de Chalandard qui a pris la présidence de l'Institut de l'entreprise. Pour lui, le dialogue social, c'est vraiment un axe prioritaire dans sa manière de voir, d'ailleurs, la stratégie de l'Institut de l'entreprise. Il va orienter beaucoup de ses réflexions sur ce sujet-là. C'est très prégnant à l'Institut de l'entreprise, c'est une préoccupation majeure et première. Est-ce que Marc Landré, en fait, un bon dialogue social en entreprise, ça passe par quoi, d'après vous ? Ça passe par la discussion et c'est effectif, c'est réel. Il n'y a qu'à voir l'augmentation du nombre d'accords qui ont été signés ces dernières années. Il est fantastique. Alors, il y a eu certes la crise du Covid qui a entraîné énormément de négociations sur l'organisation du travail, la mise en place de télétravail avec des primes pour financer une partie des charges afférentes au télétravail. Mais on voit bien que depuis des années, le dialogue social se porte très bien en entreprise, à tel point que toutes les centrales syndicales, à commencer par la CGT, qui ne signe aucun accord interprofessionnel, c'est-à-dire au niveau national, la CGT signe plus de 8 accords sur 10 en entreprise. Ça veut dire que plus vous êtes proche du terrain, plus les négociateurs, notamment les négociateurs syndicaux, sont obligés de rendre des comptes à leurs mandants, c'est-à-dire aux salariés, et négocient finement, puisqu'elles arrivent à signer des accords avec les dirigeants des entreprises. Donc, en vérité, le dialogue social, il y a deux niveaux. Pourquoi cette perception très différente ? Parce que c'est toujours pareil. Je veux dire, vous demandez aux Français est-ce qu'ils trouvent leur métier pénible ? Vous allez avoir 100% de réponses positives. Je veux dire, et pourtant, après, c'est une question de définition, c'est une question d'appréciation, c'est une question de réalité. C'est une définition de fonction également. C'est-à-dire le chef d'entreprise ne va pas avoir la même idée du dialogue social qu'un salarié. Vous prenez notamment dans les TPE, dans les entreprises de moins de 20 salariés, où le dialogue social n'est pas, réglementé. Il n'existe pas en vérité. Par contre, quand vous demandez aux dirigeants de ces très petites entreprises, pour eux, le dialogue social, il est quotidien. Il est dans la relation. Il est en relation directe avec chacun des salariés dont il connaît le nom, le prénom, la situation familiale, le niveau de salaire, l'éducation, etc. Donc en vérité, le dialogue social, il est formalisé dans des grandes entreprises, il ne l'est pas dans les petites, mais il est quotidien quasiment partout. Oui, en quelques mots, il y a un chiffre significatif. En 2010, il y avait à peu près 40 000 accords d'entreprise. Aujourd'hui, on a près de 80 000 accords d'entreprise. Donc, je veux dire, c'est quand même très significatif. C'est la vitalité du dialogue social en entreprise. Alors, le dialogue social, en entreprise, ça peut également être l'occasion de s'interroger sur les discriminations au travail. Justement, c'est donc notre deuxième sujet. La Première ministre Elisabeth Borne a présenté lundi dernier un plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine pour 2023-2026. Ce plan, il prévoit 80 mesures et notamment des mesures qui concernent l'emploi. Parmi les mesures phares, il prévoit des testings réguliers sur les discriminations en l'emploi dans tous les secteurs d'activité, publics ou privés. D'abord, on peut peut-être rappeler ce que c'est que le testing ? C'est en fait la capacité de limiter les biais alors on parle souvent des biais cognitifs, mais là en fait des biais de recrutement. De nombreuses expériences existent. On l'a vu d'ailleurs récemment où un organisme de recherche avait fait envoyer le même CV, mais portant d'un côté un nom d'ascendance française classique et de l'autre un nom d'ascendance étrangère. Et les réponses des employeurs n'étaient pas du tout les mêmes. Qu'en réponse il y avait. Évidemment. Donc c'est ça le testing. C'est le fait de dire, on neutralise au maximum. Alors ça a été, vous savez, on en a beaucoup parlé, le CV anonyme, qui a été mis en place de façon assez ponctuelle et avec des retours d'expérience d'ailleurs assez diversifiés. C'est un sujet sur lequel il est extrêmement compliqué de gérer, car j'espère ne pas heurter, j'ai été DRH de groupe de médias notamment pendant de nombreuses années. On ne peut pas s'empêcher, dans la relation de deux individus, que ce soit une relation d'employeur à employé, une relation de manager à collaborateur, mais même dans la vie civile, dans la société civile, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un ressenti de l'autre, qui peut être un ressenti positif ou un ressenti plus négatif. Donc, c'est le genre de sujet qu'il va falloir traiter. Enfin, c'est l'avis des DRH que je fréquente régulièrement dans de nombreux clubs et pour de nombreuses occasions. C'est le fait de dire, l'idée de base est certainement bonne. Il faut simplement bien vérifier comment on peut l'appliquer de façon à ne pas aller à l'encontre du but recherché et ne pas avoir une mesure qui devienne plutôt contre-productive. 80 propositions.
Oui. Donc effectivement, je partage Et on les avec connaît mon pas voisin. tous, hein. Mesure. C'est Mesure. Mesure. 80 mesures, absolument. Et effectivement, il ne faut pas que ça soit une usine à gaz. C'est le point. Il faut que ça soit efficace, que ces mesures soient efficaces et qu'elles ne produisent pas l'effet inverse recherché. Alors, il y a aussi la proposition d'Elisabeth Borne de faire name of Tout shame. à fait. Donc, On allait en c'est-à-dire parler. de pointer épingler. du doigt les entreprises qui se ne comportent suivent. mal. Tout à fait, épinglé. Et ça avait déjà été le cas, hein, l'ancien quinquennat. Il y avait différentes entreprises qui avaient été épinglées. Mais d'ailleurs, est-ce que ça fonctionne, ça, au final? Oui, ça fonctionne. Parce qu'effectivement, in fine, ce sont quand même les consommateurs, les citoyens, qui vont choisir ce qu'ils vont acheter. Et si l'entreprise ne se comporte pas bien, on connaît les résultats. Donc, si on pointe du doigt, on met un focus particulier sur une entreprise qui discrimine, qui n'est pas vertueuse sur ce domaine-là, eh bien, ses produits ou ses services risquent de chuter. Et on le fait Marc déjà. André. On le fait déjà, notamment sur les délais de paiement. La Direction générale de la répression de la concurrence et des fraudes met en ligne tous les trimestres les entreprises qui sont de mauvais payeurs. De mauvaises payeuses par rapport à des sous-traitants ou par rapport à des clients. Et donc là, vous avez tous les 3 mois le nombre de jours de retard de paiement et des entreprises qui sont nommément citées et avec l'amende qui est liée. Parce que la grande différence, elle est là. C'est quelle coercition vous mettez à l'entreprise. Est-ce que vous avez des déclarations de bonnes intentions, comme c'est souvent le cas en matière de discrimination, et donc dans ce cas-là, c'est plutôt de la bonne conscience que vous donnez aux entreprises, ou alors est-ce que vous les contraignez? Et on voit que quand il y a de la contrainte, malheureusement, ça marche. On le voit sur les délais de paiement. On le voit aussi sur notamment les égalités professionnelles hommes-femmes. Il faut qu'il y ait une contrainte, y compris sur les personnes handicapées, pour que ça fonctionne. En revanche, comme vous le disiez tous les deux, ça peut être contre-productif. Je rappelle la contribution de Lalande qui partait d'une bonne intention dans les années 80, qui était que si vous licenciez quelqu'un de plus de 50 ans, d'ailleurs ça revient dans le débat, parce qu'il y a des groupes qui disent il faut pénaliser les entreprises qui licencient les plus de 50 ans. Et ben, vous aviez cette contribution qui était intelligente sur le papier, sauf qu'elle s'est retournée contre ces instigateurs et contre les seniors, puisque les entreprises se sont mis à licencier avant 50 ans pour ne pas avoir à la payer la pénalité après. Donc il faut faire attention aussi avec la coercition, parce qu'elle peut se retourner contre les bonnes intentions de ceux qui les C'est ce qu'on prévoient. appelle un panel contre-productif, parce qu'à trop vouloir, ensuite, on va à l'encontre du but recherché. Et d'ailleurs, pour boucler avec le premier sujet, c'est un facteur de dialogue social. Puisque quand les organisations syndicales se rendent compte, parfois à l'encontre des déclarations des entreprises, que la publication du nom de l'entreprise dans le name and shame, eh bien, ça suscite aussi du dialogue social en interne, où les organisations syndicales, les CSE viennent vers l'entreprise en disant: que peut-on faire pour remonter la pente et faire en sorte de sortir de cette mauvaise position? Dialogue social, c'est la clé. Dialogue social. On passe au dernier sujet, donc direction l'hôpital, pour terminer ce cercle des experts avec l'intérim médical. Le ministre donc de la Santé, François Braun, veut mettre fin à l'intérim cannibale, ce sont ses propres termes. Il promet de bloquer les rémunérations des intérimaires dès le 3 avril prochain. En fait, son objectif, c'est tout simplement de faire appliquer la loi RIST, qui plafonne justement ses revenus de l'intérim médical, mais qui n'a jamais été appliqué faute de publication de son décret. Quels sont les risques d'une telle décision ? C'est compliqué parce qu'on a besoin de soignants à l'hôpital. Si jamais on bloque le recrutement par d'intérimaires pour être dans les services d'urgence ou dans les services de médecine générale, parce qu'on n'a pas suffisamment de corps médical actuellement, je veux dire, vous dépeuplez les hôpitaux. Donc ça ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça que le décret n'est jamais sorti. Il est un peu démago, François Braun. Il est gentil. Il a l'air déterminé. Oui, il est déterminé, mais sauf qu'il ne va pas le faire pour tout le monde. Il veut le faire essentiellement pour les jeunes sortants. C'est-à-dire pour éviter que des médecins qui sortent de formation puissent se mettre automatiquement en intérim et dans ce cas-là, gagner 2 à 3 fois plus par jour que les personnes qui sont à l'hôpital. Donc je pense qu'il va le faire petit à petit pour les jeunes internes, enfin pour les anciens internes. Par contre, pour les corps installés, il n'a pas le choix. Un avis très rapide, Jean-Michel Garrigue, sur la question. Pardonnez-moi un parallèle que j'ai bien connu, c'est le même problème que les intermittents du spectacle. On préfère rester en CDD à gagner beaucoup plus d'argent parce que c'est quand même précaire. Oui, mais quand vous êtes demandé, quand la demande, si je puis dire, est moins importante que l'offre, et que donc les hôpitaux sont en recherche de praticiens, eh bien, vous avez beau jeu, surtout quand vous êtes jeune, d'enchaîner de l'intérim dans différents établissements hospitaliers, voire dans le même.
problème, parce que votre rémunération s'en trouve majorée dans des proportions très significatives. Et le vrai problème, il est là. Parce que supprimer l'intérim, c'est bien, mais faut-il encore donner les moyens financiers permettant d'absorber cette demande? Merci beaucoup. Malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin. Merci à vous trois. Merci Aude Castet, directrice de Sociétal. Merci donc Jean-Michel. Tout à fait. Le dernier numéro donc du numéro suivant sur le travail. Sur le travail. Où on a et celui-ci une trentaine de contributions et de contributeurs absolument passionnants. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel Garrigue. Je rappelle que vous êtes directeur associé en charge des RH au sein de BLB Associés. Et enfin, merci beaucoup Marc Landré, associé chez SIA Partners. Tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi.